bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va parler INS. On sera plusieurs personnes, entre guillemets, autour de la table. Donc, moi-même, Elsa Créache, je suis responsable de mission au sein de l'Agence du numérique en santé, et je m'occupe au sein de l'agence du projet, entre autres du projet Identité nationale de santé, INS. Je suis accompagnée de Benoît Muller, voilà, qui m'aidera à répondre à toutes vos questions, sur, l'INS tout au long de ce webinaire et qui, avec d'autres personnes de l'équipe INS, accompagne aussi au jour le jour les éditeurs, sur ce projet. Est présent également, Mickaël Tardif du GIE Sésame Vital qui interviendra, sur le téléservice INSI, à peu près au milieu de ce webinaire. Donc merci Mickaël. Et on a la chance, aujourd'hui d'avoir un retour d'expérience d'un des éditeurs de notre phase, pilote INS, donc Christine Bruni, qui représente la société Dedalus. Sont peut-être déjà connectés ou nous rejoindront des représentants du Trois-Rives. Le Trois-Rives, ça veut dire le réseau des référents régionaux en identito-vigilance. Donc ce sont nos experts identito-vigilance qui nous ont aidés tout au long du projet INS. Alors, en guise de brève introduction, quelques rappels sur, l'INS, l'identité nationale de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est important de mettre en œuvre cette identité? Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, quand vous vous présentez chez un professionnel de santé, il y a un risque non négligeable que chaque professionnel vous enregistre un peu à sa manière. Par exemple, en prenant en compte soit votre nom de naissance, soit votre nom d'usage, votre nom d'homme ou de femme mariée. Certains vont prendre en compte votre premier prénom, d'autres vont prendre en compte l'ensemble des prénoms de naissance que vous avez. Donc on a un certain nombre de petites divergences sur l'identité qui dans les différents logiciels des professionnels de santé, et ces divergences de traits, en fait, nous rendent l'échange et le partage de données de santé très compliqués, donc pour rapprocher les identités, d'un même usager. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre de l'INS, ce qu'on veut, c'est qu'un usager, ait une seule et unique identité partagée par tous les acteurs qui le prennent en charge dans le domaine de la santé et du médico-social. Donc cette identité partagée commune, c'est l'INS, l'identité nationale de santé. Elle est composée d'un numéro qu'on appelle le matricule INS. Donc ce numéro, ça ressemble et c'est dans un certain nombre de cas le numéro de sécurité sociale de l'usager. Mais pour les personnes qui sont ayant droit, donc par exemple les enfants, qui sont immatriculés, qui sont assurés sous le numéro de leurs parents, ce matricule INS, correspond bien à leur propre numéro, en fait, et non pas au numéro d'assuré de leurs parents. Ce matricule INS, ce numéro est accompagné d'un identifiant technique, qu'on appelle l'OID, et de 5 traits d'identité qui sont des traits stricts d'identité: le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du lieu de naissance. Cette identité, elle provient en fait des bases de référence de l'état civil, donc des bases de l'INSEE en quelque sorte, qui sont interrogées par l'intermédiaire d'un téléservice, qui s'appelle le téléservice INSI et dont on reparlera plus largement un peu plus loin dans la présentation. Pour vous, éditeurs, fournisseurs de solutions numériques, la mise en œuvre de l'INS, c'est, 3 paliers à franchir, qui sont pas forcément d'ailleurs successifs, hein. Ces 3 paliers peuvent se travailler, se développer en parallèle. Premier palier, c'est être en capacité d'interroger le téléservice INSI pour soit récupérer l'INS, soit le vérifier. Deuxième palier, c'est être en capacité en fait de gérer l'identité et en particulier cette INS dans les logiciels conformément à toutes les bonnes pratiques et règles d'identito-vigilance en vigueur. Et troisième palier, une fois qu'on a, récupéré cette INS, qu'on l'a bien gérée dans son logiciel, il faut être en capacité de diffuser cette INS dans l'ensemble des échanges qu'on peut avoir avec l'extérieur, que ce soit, des échanges, de données de santé sous format papier, des échanges de données de santé sous format, informatisé, dématérialisé. L'INS, je pense que si vous êtes connecté, c'est que vous le savez déjà, hein, c'est un projet socle de la feuille de route du numérique en santé. Son importance a été réaffirmée à plusieurs reprises dans cette feuille de route. Et là, encore tout dernièrement, l'INS est inscrit comme l'une des priorités à développer dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé. Petit zoom sur le Ségur de la santé, l'ambition de ce volet numérique du Ségur, c'est d'accélérer l'échange et le partage de données de santé, échange et partage de données de santé basés sur, la messagerie sécurisée de santé, sur le DMP, et toutes ces données de santé, quand elles sont échangées ou partagées, doivent être indexées, référencées avec l'INS, donc l'identité nationale de santé. Dans le Ségur, on a 6 couloirs, 6 secteurs d'activité qui sont concernés: l'hôpital, la biologie, l'imagerie, la médecine de ville, les officines et le secteur médico-social.
Pour chacun de ces couloirs, ce qu'on appelait une task force a été mise en place, pour analyser finalement les pratiques actuelles d'échange et de partage et pour identifier tout ce qu'il fallait faire d'un point de vue numérique pour, accélérer l'échange et le partage de données de santé. Ces task force ont donc, abouti à la définition d'exigences vis-à-vis des fournisseurs de solutions numériques, vis-à-vis des éditeurs et ces exigences, ces spécifications sont référencées dans un document qu'on appelle le DSR, le dossier de spécification de référencement. Donc il y en aura un par couloir et par grande fonction de logiciel. Sur la base de ce dossier de référencement, de ce DSR, vous allez avoir un parcours de référencement mis en place par l'ANS qui va permettre de tester que vous êtes bien conforme à ce qui est écrit dans ce dossier. Et si vous êtes conforme aux exigences de ces DSR, vous serez référencé Ségur et vous pourrez, grâce à cela, bénéficier de financement pour implémenter vos solutions chez vos clients et pour en développer l'usage. Alors pour vous accompagner sur la mise en œuvre de l'INS, on a tout récemment, mis en place ce qu'on a appelé un parcours sur la plateforme Genius que vous connaissez peut-être, par ailleurs. C'est une plateforme en fait qui est dédiée, aux fournisseurs de solutions numériques pour les aider à se repérer, notamment dans, toutes les règles, relatives à la feuille de route du numérique en santé. Donc sachez que via ce lien, vous pourrez retrouver ce parcours Genius, en ligne et c'est ce parcours-là qui va vous permettre de vous guider dans toutes les étapes de développement et de déploiement de l'INS. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions peut-être après cette rapide introduction pour représenter l'INS et sa mise en œuvre dans le cadre du Ségur? Très bien. Bon, pas de questions. N'hésitez pas en tout cas à tout moment à utiliser le chat pour nous poser vos questions et à chaque étape de la présentation, vous aurez aussi des moments où vous pouvez, ouvrir votre micro et nous poser directement vos questions. Alors petit 2, gérer les traits d'identité. Donc on voulait faire un petit zoom sur les données que les données d'identité bien sûr, que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer. Donc ça concerne vraiment tous les fournisseurs de solutions numériques qui gèrent de la donnée de santé. Vous devez avoir systématiquement un champ qui s'appelle matricule INS avec le champ correspondant à l'identifiant technique, l'OID, qui va avec. Vous devez aussi avoir les champs suivants pour référencer les traits stricts de l'identité. Donc, le nom de naissance, un champ prénom de naissance qui correspond à la liste des prénoms de naissance, un champ premier prénom de naissance, un champ date de naissance, un champ sexe et un champ code lieu de naissance, code INSEE du lieu de naissance. Vous devez aussi prévoir les champs suivants qui correspondent à des traits complémentaires d'identité, le champ non utilisé et le champ prénom utilisé. On reviendra sur ces différentes notions juste après. Sachez que vous devez mettre en place tous ces champs-là, mais que l'utilisateur, le professionnel de santé, n'a pas à tous forcément les remplir pour créer une identité. Ceux qui ont une petite étoile sur la présentation sont obligatoires pour créer une identité. Pour créer une identité, on estime qu'il faut à minima un nom de naissance, un prénom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. Les autres champs sont à alimentation, remplissage facultatif par l'utilisateur. Autre information importante, ces traits doivent être alimentés par les retours du téléservice INSI, par les traits officiels, du coup, les traits officiels de référence, dès que cela est possible. C'est-à-dire que dès que vous avez pu faire appel au téléservice INSI et que vous considérez qu'il s'agit bien du bon usager, vous devez alimenter ces champs-là par le retour du téléservice INSI. Il n'est pas question de gérer des traits qui viennent du téléservice INSI d'une part et des traits locaux d'autre part. C'est bien un seul et unique champ qu'il faut gérer. Petit zoom, parce qu'on a souvent les questions sur les champs prénoms. Donc effectivement, on doit bien, en tant qu'éditeur, développer en fait 3 champs distincts: prénom de naissance, premier prénom de naissance, prénom utilisé. Alors, la liste des prénoms de naissance, donc c'est la liste qui va vous être retournée par le téléservice INSI, où vous pouvez aussi alimenter, de façon locale. Le remplissage de cette liste-là de prénoms est facultatif pour la création d'une identité. Le premier prénom de naissance, ce premier prénom de naissance, lui, est obligatoire pour créer une identité. Son remplissage ne vient pas du téléservice INSI. Il peut être déduit du téléservice INSI, mais en tout cas, il ne sera pas directement alimenté par le téléservice INSI.
C'est un champ, qu'on a été un petit peu obligé de garder ou de rajouter dans les logiciels pour éviter tous les rejets interimplicatifs dans les logiciels, qui pourraient être liés, par exemple, à une liste des prénoms trop longue et qui serait tronquée en aval, et cetera. Le prénom utilisé, on a choisi aussi de demander, ce champ-là de façon obligatoire pour pouvoir y faire apparaître le prénom que l'usager souhaite utiliser dans la vie courante, qui n'est pas toujours son premier prénom de naissance, en l'occurrence. Ce qui nous a été remonté que c'était important pour la relation soignant-soigné que, le soignant puisse avoir connaissance du prénom qui est véritablement utilisé par l'usager, même si c'est pas forcément celui-là qui apparaît dans, les registres de l'état civil. Par contre, ce prénom-là, si le champ est obligatoire, son remplissage est facultatif et il est laissé à la main de l'acteur de santé qui peut ou pas l'utiliser. Et ce champ prénom utilisé ne vient pas du téléservice INSI, il vient des dires de l'usager. Petite précaution, parce qu'on a souvent vu cette confusion chez les éditeurs qui ont commencé à implémenter l'INS, c'est que le téléservice INSI vous retourne deux balises prénom, une qui s'appelle prénom et une autre qui s'appelle liste prénom. Donc vous devez bien utiliser le champ liste prénom et non pas le champ prénom du téléservice pour alimenter le prénom de naissance, enfin la liste des prénoms de naissance. Sur les noms, de la même manière, on a deux champs distincts, le champ nom de naissance et le champ non utilisé. C'est vraiment très important. Le nom de naissance, c'est le nom qui va être obligatoire pour la création d'une identité. Il est rempli soit via ce qui est retourné par le téléservice, soit par une saisie locale. Et de la même manière que pour le prénom utilisé, le champ utilisé, il est obligatoire, mais le recueil, par contre, n'est pas est facultatif pour un acteur de santé. Là aussi, c'est pour permettre, notamment aux soignants, d'appeler l'usager par le nom qu'il utilise dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, si la personne préfère se faire appeler par le nom, d'homme ou de femme mariée, ben, on utilisera, dans la relation soignant-soigné ce nom-là, le nom d'usage, le nom utilisé, au lieu du nom de naissance, mais qui lui, par contre, doit apparaître sur toute donnée de santé, pour bien suivre le patient tout au long de son parcours. Petit zoom sur le format des données. Heu, Jusqu'à présent, on avait certaines règles de saisie de tous ces champs, de tous ces traits stricts d'identité. Règles de saisie qui étaient souvent liées à une instruction publiée par la DGOS en 2013. Ces règles-là évoluent avec, la mise en œuvre du téléservice INSI et par l'utilisation de cette identité de référence, à l'état civil. Donc par exemple, vous avez jusqu'à présent probablement entendu dire que pour les noms de naissance, ou les prénoms de naissance, il ne fallait pas saisir de tiret ou d'apostrophe. C'était vrai jusqu'à présent avec la circulaire avec l'instruction de 2013. Désormais, ces caractères, tiret, apostrophe sont à utiliser quand ils existent dans le nom ou dans le prénom de l'usager. Jusqu'à présent aussi, les règles en vigueur préconisaient de saisir uniquement le premier prénom de naissance. Là, de fait, puisque le téléservice INSI nous retourne une liste des prénoms, cette liste des prénoms est aussi à utiliser. La date de naissance, jusqu'à présent, on n'acceptait pas, de valeurs, dites exceptionnelles, donc des valeurs, différentes de, 1 à 31 pour les jours ou de 1 à 12 pour les mois. Aujourd'hui, sachez que le téléservice, dans certains cas très rares, mais qui existent tout de même, peut vous retourner des dates de naissance avec des 00, à la place des jours ou des mois. Heu, donc ça existe, mais nous, ce qu'on a demandé dans les règles relatives à l'identité, c'est de ne pas, tenir compte de ces retours du téléservice quand ils existent. Pour le sexe, la valeur I, est une valeur possible, mais par contre, sachez qu'elle ne vous sera jamais retournée par le téléservice INSI. Dans l'état civil, le sexe est soit féminin, soit masculin, mais le I n'existe pas. Dans le lieu de naissance, jusqu'à présent, on saisissait souvent, des codes postaux. Désormais, c'est les codes INSEE qui sont à utiliser et le code INSEE, il est différent du code postal. Un petit zoom pour, aussi sur la recherche d'antériorité, puisque de fait, vu qu'on a fait évoluer certaines règles de saisie, typiquement tiret apostrophe et cetera, la recherche d'antériorité, quand on cherche un patient dans la base, il faut qu'elle, soit insensible justement à ce changement de règle. Donc si vous avez un usager qui a un tiret, par exemple, dans son nom ou dans son prénom et que l'utilisateur, le professionnel de santé fait une recherche en omettant ce tiret-là, il faut quand même que la recherche d'antériorité fasse ressortir l'usager en question.
Donc, que cette recherche d'antériorité soit bien insensible à la présence ou non de tiret apostrophe. De la même façon, puisque jusqu'à présent, les champs nom de naissance, prénom de naissance et nom, prénom d'usage ou utilisé étaient finalement utilisés sans distinction, alors que là, maintenant, on fait une distinction nette entre les deux. Et il nous paraît important aussi que les recherches d'antériorité interrogent sans distinction l'ensemble de ces champs-là, pour bien faire ressortir tous les usagers qui correspondent à ce nom, prénom saisi lors de la recherche. Et dernier petit focus, et après je vous laisse la parole pour un temps de questions-réponses. Petit focus aussi sur l'accès aux données. Alors les données d'identité sont des données personnelles, des données sensibles, au même titre que les données de santé qu'elles référencent. D'ailleurs, elles ne sont pas plus personnelles ou plus sensibles que les données de santé qu'elles référencent, mais elles le sont tout autant. Donc de la même manière que vous tracez aujourd'hui les accès aux données de santé, vous devez tracer des accès à l'identité qui les référence, donc à l'INS, et au téléservice qui a permis d'obtenir cette identité, donc les accès au téléservice INSI. De la même façon, tout le monde ne peut pas avoir accès à des données d'identité et au téléservice INSI. Donc, par conséquent, les solutions doivent permettre de paramétrer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes habilitées, autorisées à gérer l'identité de l'usager puissent accéder à son INS et au téléservice INSI. Avant de passer au petit 3, les statuts et attributs de l'identité, je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des questions. Très bien, dans ce cas-là, je poursuis. Les statuts et attributs de l'identité. Je vois une conversation. Alors, oui, je vois une question avant de démarrer. Pendant combien de temps doivent être stockées l'historisation et les appels au téléservice INSI? Benoît, tu complètes ma réponse, mais les préconisations qui sont faites, en tout cas, c'est de garder ces traces-là au moins 6 mois. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est la CNIL qui fixe le délai de 6 mois en disant que c'est une recommandation et que ça doit être à la main du responsable de traitement. Donc, en soi, il est possible que vos clients souhaitent ou souhaiteraient un délai plus long ou plus court. Mais sinon, le délai recommandé est bien de 6 mois. Merci Benoît. Alors, les statuts et attributs de l'identité. Ah, attendez, je vois une question qui clignote. Ah bah c'est bon, c'est la réponse. Les statuts de l'identité. Donc, dans tous les textes relatifs à l'INS, on introduit une notion que vous avez peut-être déjà entendue, qui est la notion d'INS qualifié, d'identité nationale de santé qualifiée. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que veut dire la notion d'INS qualifié, on va passer en revue 4 statuts dont l'usage est rendu obligatoire par le référentiel national d'identité-vigilance. Ces 4 statuts sont identité provisoire, identité récupérée, identité validée et identité qualifiée. Ces statuts dépendent de 2 paramètres. Le premier, c'est 1, est-ce que l'identité en question, est-ce qu'elle a été créée ou mise à jour sur la base des retours du téléservice INSI? Premier paramètre, en gros, est-ce que l'identité vient bien des bases de référence ou pas? Deuxième paramètre, c'est l'identité de l'usager a-t-elle été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance? Donc, ce qu'on entend par dispositif à haut degré de confiance, c'est soit une pièce d'identité officielle reconnue comme la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour définitif, donc, si je n'en oublie pas. Ces 3 pièces-là, on estime que quand elles sont présentées par l'usager, elles offrent un degré de confiance suffisant pour vérifier l'identité de l'usager. Autre possibilité qui est peut-être marginale aujourd'hui, mais qui est amenée à se développer, c'est des dispositifs d'identification électronique à compter du moment où elles sont certifiées substantielles EDAS. Donc, si jamais on a une identité qui n'est ni créée sur la base des retours d'INSI, ni vérifiée à partir d'un dispositif à haut degré de confiance, on appelle ça une identité provisoire. C'est le niveau 0 de la confiance dans une identité. Deuxième étape, on peut avoir des identités qui viennent du téléservice, donc on sait que cette identité-là, elle est conforme à ce qui existe dans les bases de référence, mais on peut ne pas avoir vérifié l'identité de l'usager, auquel cas l'identité a le statut récupéré. Si jamais on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a bien validé l'identité de l'usager, mais par contre, on n'a pas pu appeler le téléservice INSI, et donc on a créé l'identité en local et non pas sur les bases de ce qui est écrit dans l'état civil, l'identité, elle est au statut validé.
Et le dernier statut, qui est le statut cible, en fait, c'est le statut identité qualifiée. Quand l'identité est qualifiée, c'est qu'elle a bien été créée ou mise à jour sur la base des retours d'INSI et elle a fait l'objet d'une vérification de l'identité de l'usager. Au-delà de ces 4 statuts, le référentiel national d'identité-vigilance préconise l'usage d'attributs complémentaires pour préciser certains de ces statuts. Typiquement, pour identité provisoire, on pense que c'est important d'avoir quelque part une case à cocher ou quelle que soit la façon dont ça se matérialise, mais avoir quelque chose qui nous permet de taguer une identité douteuse, une identité pour laquelle on suspecte une usurpation d'identité, par exemple. Hem, ou de taguer aussi les identités fictives, les identités qu'on a créées parce que l'usager était, par exemple, incapable de décliner son identité ou dans le cas des prises en charge sous anonymat. De la même façon, d'ailleurs, ces 2 attributs, douteux et fictif, ne peuvent être qu'attribués qu'à une identité provisoire par définition. L'identité homonyme, elle, on peut la taguer quel que soit le statut, mais ça permet de bien mettre en évidence des usagers qui ont, des traits d'identité très, très proches, pour éviter les confusions. Alors ces statuts, s'ils ont été créés, c'est bien parce que, ils vont les identités qu'ils qualifient, enfin qu'ils représentent vont être gérées de manière différente. S'il y a une règle à retenir sur INS, c'est celle qui suit. C'est que quand on veut diffuser une INS, celle-ci doit être obligatoirement qualifiée. Donc, par conséquent, si vous avez une identité non qualifiée, donc, à un des statuts autres, provisoire, récupéré ou validé, vous ne pouvez pas diffuser de matricule INS et l'OID associé. Vous ne pourrez diffuser le matricule INS et l'OID que si l'identité est qualifiée. Si l'identité n'est pas qualifiée, ça veut dire que vous véhiculez juste les traits, en fait, hein, nom de naissance, date de naissance, sexe, qu'est-ce que je vais et code lieu de naissance. Pour une identité, qualifiée ou récupérée, c'est-à-dire pour une identité qui a été créée ou mise à jour sur la base de ce qui existe dans l'état civil, on ne doit plus pouvoir la modifier, sauf habilitation très spécifique accordée par exemple, aux cellules d'identité-vigilance dans les établissements de santé, par exemple. Parce qu'on considère qu'une fois que l'identité elle a été créée sur la base de ce qui existe dans l'état civil, il n'y a pas de raison de vouloir changer, le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe ou le code lieu de naissance. Si jamais on devait modifier malgré tout une INS, par exemple parce qu'on se rend compte a posteriori que, qu'on était sur une identité, douteuse malgré les vérifications qui avaient pu être faites en amont ou quoi que ce soit, toute modification doit impliquer plusieurs choses. La première, c'est qu'on supprime, le matricule INS et l'OID. On dégrade le statut d'identité au niveau inférieur, donc une identité par exemple qualifiée pourrait passer au statut récupéré ou au statut provisoire et qu'on propage aussi toutes ces modifications vers l'ensemble heu, des des personnes en aval avec qui on est amené à échanger ou partager de la donnée de santé. La transitivité du statut qualifié, alors ça c'est une question qu'on a souvent, pardon, je vais trop vite. Hem, le statut identité qualifiée, il est transitif au sein d'un même domaine d'identification. Donc par exemple, quand vous êtes dans un établissement de santé, si la GAP, qui est, admettons le référentiel d'identité, dispose d'une identité qualifiée, elle peut, transmettre cette identité avec le statut qualifié au DPI. Le DPI n'a pas besoin d'aller faire toute une procédure pour aller requalifier l'INS. Tous les logiciels vont de la structure hospitalière, en l'occurrence, vont pouvoir hériter de ce statut qualifié de l'identité. Donc ça, c'est vrai quand on est dans un même domaine d'identification. Quand on sort du domaine d'identification, là, pour le coup, le récepteur en aval doit systématiquement requalifier une INS transmise par quelqu'un, par un tiers. Donc, par exemple, une INS transmise d'un établissement de santé vers un médecin de ville, le médecin de ville ne peut pas considérer par défaut que cette identité est qualifiée, il doit, à son niveau, la requalifier. On a bien sûr prévu quelques exceptions à cette règle de transitivité entre deux domaines d'identification, dans certains cas d'usage très précis, notamment les cas d'usage où le destinataire n'a pas vocation à voir l'usager, à le prendre en charge directement. C'est le cas, par exemple, des laboratoires de seconde intention, qui n'ont aucun lien avec l'usager et qui ne pourront de toute façon jamais qualifier une identité eux-mêmes. Donc eux, par exemple, s'ils signent ce qu'on a appelé un contrat de confiance avec l'émetteur, ils peuvent hériter du statut qualifié de l'identité.
C'est aussi vrai dans d'autres cas de figure, comme, l'inscription d'un usager, par exemple, à distance pour une préadmission en ligne ou une prise de rendez-vous en ligne. Alors je vais regarder, je crois qu'on a une question avant de passer au téléservice. Alors, pour les règles sur la date de naissance, en cas de jour et mois inconnus, la règle du 31-12 pose problème dans les SI avec les nouveau-nés. Même si c'est très rare, si on applique cette règle, le nouveau-né se trouve, oui, âgé d'1 an. Alors, non, je vous avoue que sur cette pratique d'enregistrement des dates de naissance pour les nouveau-nés, j'ai pas de, Après, peut-être j'ai pas eu Elsa, de connaissance juste là-dessus. Est-ce que Bertrand, au niveau du Trois-Rives, c'est un sujet que vous avez déjà abordé ou pas? Écoutez, en tout cas, je prends le point de cette question sur les nouveau-nés et le fait d'appliquer systématiquement la règle du 31-12 et on en fait part aux experts de l'identitovigilance. en sachant peut-être Oui. Elsa Alors c'est vrai, Elsa, je suis Elsa. Ah, désolé, pardon. j'avais pas trouvé le, j'avais plusieurs écrans ouverts. Oui, c'est vrai. Il a raison. Avant, on faisait ça dans la façon d'enregistrer les nouveau-nés. On mettait la date du 1er janvier. C'est la première fois depuis qu'on a lancé le RNIV et les différentes concertations que cette notion réapparaît. Donc, c'est dommage parce que on vient de faire la mise à jour du RNIV et sa diffusion par arrêté depuis Oui. le 10 juin avec l'arrêté du 27 mai. Mais c'est une question essentielle. C'est vrai que précédemment, la règle du 31-12 n'était pas appliquée pour les nouveau-nés. Et c'est vrai qu'on aurait pu y penser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on note et puis on voit ce qu'on peut, voilà, comment on peut prendre le sujet. Et Benoît, tu t'apprêtais à intervenir du coup? Non, peut-être juste pour dire qu'un nouveau-né n'aura pas tout de suite, du coup, d'identité nationale de santé, parce qu'on est sur un délai de 8 jours avant que l'information remonte dans les bases nationales. En fait, ce qui doit être en jeu, c'est l'histoire de l'affichage de l'année de naissance sur les différentes étiquettes qui peuvent fausser certaines décisions médicales, par exemple. Voilà. Mais on va aborder le point. Demain, nous avons un groupe de travail. J'aborderai cette question que je note. Merci Bertrand. Ah ouais, on a une remarque, donc 8 jours, c'est trop long pour un enfant en néonat. Alors, c'est vrai que le 8 jours, c'est le délai en tout cas qu'on nous annonce au niveau de l'état civil. Maintenant, encore une fois, le fait de ne pas disposer d'INS n'empêche pas l'échange et le partage d'informations. On peut bien diffuser de la donnée de santé sans matricule INS dans un premier temps, le temps que les choses soient régularisées. Alors, 4e étape de notre webinaire, donc après avoir traité en fait, je dirais tout ce qui est intra-logiciel, la façon dont on gère les traits d'identité, la façon dont on gère les statuts d'identité. On va faire un zoom sur la façon dont vous pouvez récupérer l'INS grâce au téléservice INSI. Avant de passer la parole à Michael Tardif du GIE Cédam Vital, je refais une brève présentation en fait, de l'opération de récupération d'INSI. Le INSI, le téléservice, a 2 opérations, récupération et vérification. Donc, dans ce chapitre-là, on ne s'intéresse qu'à la récupération. La récupération, c'est ce qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de récupérer l'INS de l'usager pour créer ou pour mettre à jour une identité. Pour rappel, vous n'avez pas besoin de rappeler le téléservice INSI systématiquement à chaque fois que le patient se présente. L'appel est nécessaire si et seulement si l'acteur de santé n'a pas déjà récupéré l'INS de l'usager, donc si l'identité elle est pas au statut récupéré ou qualifié. Seuls les logiciels qui font fonction de référentiel d'identité ont vocation à appeler cette opération de récupération. Les logiciels qui sont esclaves, qui sont connectés à une base d'identité, eux n'ont pas à gérer cet appel au téléservice. Quelques contextes d'usage, le téléservice INSI en récupération peut être appelé en présence du patient, mais on peut aussi imaginer des appels en amont de sa venue et donc en l'absence du patient, par exemple quand on prépare des dossiers pour les admissions prévues le lendemain, le surlendemain, etc. On peut aussi être amené à appeler le téléservice INSI à partir d'informations qui ont été transmises par un tiers. Par exemple, quand un professionnel nous demande une téléexpertise, par exemple, on peut imaginer un appel au téléservice qui est fait de façon asynchrone par rapport à la présence du patient. Le téléservice INSI en récupération, pour l'instant, il n'est accessible que par authentification carte CPX nominative, mais
on travaille d'arrache-pied pour livrer prochainement la version du téléservice INSI disponible par certificat logiciel. Pour appeler le téléservice INSI, il y a 2 modalités, un appel par carte vitale ou un appel par trait. Sachant que vous avez remis dans le tableau qui est là les données en entrée. Donc, quand c'est la carte vitale, c'est des données qui sont lues dans la carte vitale qui permettent de lancer l'appel au téléservice. Et quand c'est un appel par trait, c'est les traits saisis ou lus dans le logiciel qui servent à faire l'appel. Le téléservice INSI en récupération, il peut donner 3 réponses une fois qu'on l'a appelé. Soit j'ai trouvé une seule et unique identité dans les bases de l'état civil, et il retourne dans ce cas-là le matricule INS et tous les traits associés. Soit le téléservice peut répondre aucune identité trouvée avec ces éléments-là, soit, dans des cas plus rares, mais plusieurs identités trouvées, quand on a affaire à des homonymes quasi parfaits, et auquel cas il faut essayer d'affiner sa recherche, par exemple en saisissant le code lieu de naissance. Et je passe la main à Michael qui va vous expliquer en quelques mots comment le GIE Sésame Vital qui gère le téléservice INSI aux côtés de la CNAM peut vous accompagner dans son intégration. Merci Elsa. Donc quelques petits slides pour vous donner un petit peu le contexte et comment le GIE Sésame Vital accompagne les éditeurs. J'ai vu que certains d'entre vous connaissent déjà le GIE Sésame Vital, puisque j'ai vu que certains avaient déjà développé le DMP ou l'appel à DRI. Donc là, c'est parti, ça s'adresse vraiment pour ceux qui n'ont pas encore intégré le téléservice INSI. Le premier point, c'est de passer par l'espace industriel. L'espace industriel va vous permettre de récupérer l'ensemble de la documentation technique qui va vous permettre d'intégrer l'appel au téléservice INSI. Donc vous allez retrouver le guide d'intégration qui va vous décrire les opérations qui sont exposées et donc les différentes opérations de vérification et de recherche. Vous aurez aussi dans ce package des flux exemples et vous retrouverez aussi les WSDL, donc les éléments techniques que vous pourrez intégrer dans vos environnements de développement. Associé à ce package documentaire, vous allez retrouver le package documentaire du cas d'interopérabilité. Donc, si vous avez déjà fait des téléservices, ça va être très simple pour vous, c'est exactement le même. Si vous avez fait que du DMP, faites attention, il y a des différences, donc prenez bien connaissance du cadre qui est présent sur l'espace industriel. Et associé à ce cadre d'interopérabilité, nous vous livrons des codes exemples de génération d'une assertion CPS. Donc, ce sera lorsque vous ferez l'appel avec une carte de professionnel de santé, des codes exemples en Java et en .NET. Si vous avez un problème sur ce site industriel, .sesame-vital.fr, je vous invite à envoyer votre mail à l'adresse diffusion@sesame-vital.fr. Un point que je voudrais rajouter, Elsa en a parlé tout à l'heure, pensez à passer par Genius. Genius va vous lister l'ensemble des étapes que vous allez devoir suivre. Et l'étape d'accès à la documentation technique est aussi décrite dans Genius. L'avantage de Genius, c'est que vous allez avoir l'ensemble des opérations que vous allez devoir suivre. Donc, c'est vraiment un point d'entrée essentiel, je dirais, pour développer et implémenter l'INS dans vos logiciels et sur le terrain. Un petit zoom sur le zoom technique. Donc, en fait, comment ça se présente? L'appel au téléservice, ça va être un appel en SOAP en version 1.2. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que la partie header, donc l'entête du flux, vous allez pouvoir la renseigner à l'aide du cadre d'interopérabilité. Tout est décrit dans le cadre. Et la partie body, la partie métier, vous allez pouvoir la renseigner à l'aide du guide d'intégration.
voyez vraiment l'intégration du téléservice en 2 étapes, avec la première partie, l'entête du flux, et ensuite le corps, le métier du flux, avec deux documents différents qui vont vous permettre de renseigner les différents éléments. Voilà. Et donc comment ça va se passer concrètement? Donc à l'aide des différents documents, à l'aide du WSDL qui va vous générer toutes les classes quand vous allez l'intégrer dans les environnements dédiés, et bien vous allez être en mesure d'appeler le téléservice sur un environnement de test qui est mis à disposition par le CNDA, comme pour ADRI par exemple. Donc il faudra signer une convention auprès du CNDA, très important. Vous retrouverez ça toujours sur Genius, hein. C'est vraiment, j'appuie beaucoup sur Genius, mais il est vraiment très, très utile et très complet comme site. Alors, surtout, n'hésitez pas à passer par ce site. Attendez, je regarde, il y a une question de Monsieur Gibaud pour le logiciel qu'utilise la Cryptolib CPS. Non, alors, ça dépend de quel champ vous voulez parler, peut-être l'identifiant de facturation? Exactement, oui. Alors, vous allez pouvoir en fait le récupérer via la Cryptolib. Nos codes exemples ne sont pas encore à jour, mais demandez au centre de service, il va vous donner les fonctions de la crypto qui vont vous permettre de récupérer ce champ. Ben, justement, j'en parlais. Si vous avez un souci sur l'intégration du téléservice INSI, le centre de service du GIE Vital est à votre disposition, donc soit par téléphone ou soit par adresse mail. Je sais que certains d'entre vous le connaissent déjà. Merci Mickaël pour ce zoom. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Ah bah non, c'est Benoît qui remet bien l'adresse du centre de service pour toutes vos questions sur l'intégration du téléservice INSI. Voilà. Alors, petite remarque par rapport à ce que je vous ai dit, Monsieur Gibaud. On est en train de mettre à jour le code exemple de génération de l'assertion pour pouvoir récupérer l'identifiant de facturation via la crypto. C'est pas encore fini, on est en plein dedans, mais en attendant, on peut vous fournir les éléments via le centre de service, il n'y a aucun souci. Alors, du coup, maintenant, une fois qu'on a intégré le téléservice INSI, on voulait vous faire un petit zoom sur la façon d'implémenter cette opération de récupération dans les logiciels. Donc, première étape, appeler le téléservice INSI. Donc, ce qu'on souhaite en fait de la part des solutions, c'est que l'appel au téléservice puisse se faire soit sur action volontaire de l'utilisateur, donc que l'utilisateur puisse cliquer sur un bouton, on va dire, pour appeler le téléservice INSI, quelle que soit la manière dont vous présentez les choses à votre utilisateur. Mais on imagine aussi qu'on puisse lancer des appels de façon plus automatisée, on va dire, soit pour un dossier, soit pour un ensemble de dossiers, mais sans forcément qu'il y ait cette action de l'utilisateur à chaque fois. Donc on demande les deux types d'appels aux solutions. Une fois qu'on a appelé le téléservice INSI et que celui-ci répond, donc répond soit j'ai trouvé une identité, j'en ai trouvé aucune, j'en ai trouvé plusieurs, tout appel à INSI et tout retour du téléservice INSI doit être tracé. Quand le téléservice INSI va vous répondre j'ai trouvé une identité et voici les traits qui y sont associés, les traits qui nous sont retournés par le téléservice doivent être aussi tracés. Le téléservice, une fois qu'il répond, donc sur l'affichage en fait du retour du téléservice à l'utilisateur, on a demandé à ce que les données retournées par le téléservice soient
soient confrontés, on va dire, aux données locales existantes et que les éventuelles différences soient mises en exergue pour l'utilisateur. Donc, par exemple, si l'utilisateur dans sa base a un nom avec un tiret et que le téléservice lui retourne un nom sans tiret, par exemple, on veut que cette petite différence soit mise en évidence. Alors, est-ce que c'est par un code couleur, est-ce que c'est par un surlignage, enfin bref, ce que vous voulez en termes d'ergonomie, mais en tout cas, on veut que ça soit bien visible pour l'utilisateur. Sur l'alimentation des champs, comme je le disais un tout petit peu plus tôt, les traits d'identité vont être remplacés par le retour du téléservice INSI. Et ce remplacement, cette alimentation en fait, des traits par le retour du téléservice doit pouvoir se faire soit sur validation de l'utilisateur, donc l'utilisateur doit en quelque sorte cliquer sur OK pour dire que les traits du téléservice viennent remplacer les traits locaux qui existaient déjà. Mais vous avez aussi la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas on préconise que vous puissiez permettre aux utilisateurs de calculer en fait des taux de ressemblance et en fonction des taux de ressemblance entre l'identité d'INSI et l'identité locale, que le rapatriement des traits d'identité INSI puisse se faire automatiquement dans le logiciel. Bien sûr, si le taux de ressemblance est jugé suffisant. Mais ça nécessite, par contre, cette option-là nécessite tout un mécanisme de paramétrage d'un taux de ressemblance, d'un paramétrage d'un seuil de ressemblance, paramétrage que vous pouvez offrir à vos utilisateurs. Voilà, on voulait vous mettre en évidence ces 4 étapes-là avec quelques demandes, quelques exigences que nous avions écrites dans la documentation relative à l'INS pour cette opération de récupération. Est-ce que vous avez des questions sur l'opération de récupération de l'INS? Alors, je vais passer à la partie diffusion. Donc, une fois qu'on a récupéré un INS, le plus important finalement, c'est de le diffuser. Alors, quelles sont les données à diffuser? Quand vous référencez une donnée de santé, doivent apparaître les données suivantes. Le matricule INS suivi de sa nature. Donc, est-ce que c'est un NIR ou un NIA? NIR, c'est le numéro définitif. Le NIA, c'est un numéro d'attente pour les étrangers qui sont en cours d'immatriculation. Cette nature du matricule INS, NIR ou NIA, en fait, elle dépend de l'OID dont on parlait avant. Il y a un OID qui permet de taguer que le matricule INS est un NIR et un autre qui permet de taguer que c'est un NIA. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu peut-être tout à l'heure sur la slide, l'OID, c'est une série de chiffres pas très lisible pour un utilisateur lambda. Donc l'OID, on ne demande pas à ce qu'il apparaisse en clair, mais on demande à ce que ce qu'il signifie finalement NIR ou NIA soit affiché à la suite du matricule INS. Doit apparaître aussi sur une donnée de santé le nom de naissance, à minima le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe. Vous pouvez aussi décider de faire apparaître sur la donnée de santé d'autres données, comme l'ensemble des prénoms, et pas seulement le premier, ou comme le code du lieu de naissance. Mais c'est quelque chose qui est facultatif, c'est recommandé, mais il n'y a pas d'obligation à diffuser ces données-là pour référencer les données de santé. Alors quand on parle de diffusion des données de santé, on parle de diffusion, de transmission informatisée, auquel cas, si vous diffusez une INS par l'intermédiaire d'un flux, vous devez respecter les standards d'interopérabilité recensés dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, le CESIS, pour lequel on a construit une annexe INS dédiée. Donc, dans ce document, à date, vous retrouvez la façon, enfin, ça décrit la façon en fait de diffuser l'INS dans les différents standards qui sont listés ici. Alors, je suis personnellement pas une spécialiste du tout de l'interopérabilité, donc je me contente de vous lister dans cette diapositive les standards qui sont évoqués dans ce document. Certains de ces standards sont des standards gérés par l'ANS et d'autres standards recensés dans cette annexe du cas d'interopérabilité sont des standards qui sont gérés par Interop Santé, donc, avec qui nous avons travaillé depuis le début de la mise en œuvre de l'INS pour réfléchir à la façon de diffuser l'INS dans ces flux. Quand on est sur une transmission de données de santé qui ont vocation à être imprimées, l'INS doit être affiché en clair. On vous a donné dans un document ce qu'on appelait un bloc marque à titre indicatif. Donc, vous voyez dans cette diapositive la façon dont on peut présenter l'INS. Il n'y a pas d'obligation à le faire comme ça, hein, mais c'est une idée. Voilà, vous pouvez vous en emparer, vous pouvez faire un peu différemment, il n'y a pas de souci. Tant que les traits que je vous ai cités juste avant apparaissent, c'est bon pour nous.
vous devez, et ça c'est plus récent par contre, au-delà des données en clair, les faire apparaître sous la forme d'un data matrix pour lequel on vient de publier, après une phase de concertation, la spécification. Donc le data matrix permettra à tous ceux qui reçoivent une donnée de santé éditée sous format papier de scanner l'identité et de pouvoir plus facilement l'intégrer dans leur logiciel. Ça, c'était une demande très très forte qu'on a eue de certains acteurs de santé, je pense en particulier au laboratoire par exemple. Pardon, avant de passer à la vérification, je regarde les questions qui se sont affichées. Ah, Benoît, je crois que tu as répondu à certaines d'entre elles. Oui, effectivement, si une recherche par carte vitale vous retourne un retour 0,1 ou 0,2, vous n'avez pas d'autre choix, comme l'a dit Benoît, que de tenter éventuellement, dans ce cas-là, un appel par trait d'identité. Oui, Elsa, Oui, vas-y, Mickaël, je te laisse le temps de lire. on précise dans le guide d'intégration qu'on peut appeler le téléservice, premièrement avec le nom de famille, et s'il n'y a pas eu de réponse, de refaire un appel avec le nom usuel. D'accord. Merci, Mickaël. Les règles. Alors, ensuite, on a une question sur le data matrix doit-il apparaître sur tous les types de documents? Oui, toutes les données de santé en fait, qui ont vocation à être échangées ou partagées au sein d'un autre domaine d'identification que le sien doit faire apparaître ce data matrix. Alors, est-ce que vous avez des précisions sur l'adresse de messagerie sécurisée du patient? Alors, la future messagerie UN, la future messagerie usagée, pardon, je vais y arriver, qui va être mise en œuvre dans le cadre de mon espace santé, le futur espace de santé de l'usager, va être effectivement basé sur le matricule INS de l'usager, c'est-à-dire que devant le petit arrobase de cette adresse usager, il y aura le matricule INS. Et sauf erreur de ma part, je crois que le référentiel MS Santé qui détaille entre autres ce point-là a été publié il y a quelques jours de cela sur le site de l'ANS. Donc, je vous propose de regarder ce référentiel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le lien pour vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez avoir toutes les informations à ce sujet-là. Alors, sur les CERFA, c'est vrai que à terme, nous, on voudrait que l'INS apparaisse sur tous les types de documents. Effectivement, pour les CERFA, on va se rapprocher des différents organismes qui les émettent pour intégrer cette notion de data matrix. Alors, tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous, notre but, en tout cas, c'est qu'au maximum, on puisse avoir ce data matrix sur ce type de document. Alors, je vois votre question, Monsieur Garfani. Alors, je pense que vous intervenez dans les différents groupes relatifs à la mise en œuvre de l'INS dans les flux d'imagerie. Parce que sur le standard d'ICOM, effectivement, on a une problématique, ce standard ne pouvant pas aisément, en tout cas, diffuser plusieurs types d'identifiants. Donc, il y a un choix à faire entre l'identifiant national, l'INS, et l'identifiant de portée locale, l'IPP, dans la plupart des cas, dans les établissements de santé. Là, ce qui a été demandé, en tout cas, ou ce qui est dans les groupes de travail, c'est que quand on a une identité, une INS qualifiée, ce soit cet identifiant-là, le matricule INS, qui prime sur les identifiants locaux. Je ne sais pas si vous avez pu partager du coup avec les animateurs de ce groupe-là, du groupe d'ICOM, sur cette proposition que vous faites dans le chat. Si ce n'est pas le cas, je la remonterai à mon collègue. Ok. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout spécialiste en interopérabilité, donc la réponse m'échappe. Je lui remets en visibilité en tout cas. Alors maintenant, vérifier l'INS. Donc vérifier l'INS grâce au téléservice INSI. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux opérations dans le téléservice INSI, une qui permet de récupérer un INS, l'autre qui permet de le vérifier. Donc là, on est dans la vérification. Là, l'idée de cette opération, c'est de vous permettre de vous assurer de la cohérence d'une INS avec les bases de référence. Soit pour une identité que vous avez dans votre propre référentiel d'identité, donc vous avez collecté l'INS de l'usager il y a 3 ans de cela,
mais vous voulez être sûr que c'est toujours ça qu'il y a dans les bases de référence, parce que c'est rare, mais l'INS peut changer pour quelqu'un qui changerait de nom, quelqu'un qui changerait de sexe, une personne étrangère que vous auriez prise en charge au moment où elle était en cours d'immatriculation, qui du coup obtient son numéro définitif. Voilà, tout ça, ça peut arriver dans le laps de temps pendant lequel vous n'avez pas vu l'usager. Donc si vous voulez revérifier l'identité que vous aviez collectée il y a quelques semaines, mois, années de cela, vous pouvez utiliser l'opération de vérification pour cela. Et de la même façon, on ne peut jamais avoir 100% confiance dans ce qui a été transmis par un tiers. Donc si quelqu'un d'autre vous transmet une identité qui ressemble à une INS, vous devez la vérifier pour s'assurer que ce qu'il vous a envoyé est bien conforme aux bases de référence. Dans ce deuxième cas, vous n'avez à le faire que si vous-même, vous n'avez pas déjà cette INS et que vous ne l'avez pas déjà récupérée et donc en quelque sorte validée. Le contexte d'usage, tout logiciel sera a priori concerné par le fait de recevoir une INS à l'occasion d'un échange ou d'un partage de données de santé. Donc là, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire en termes de cinématique de mise en œuvre de l'opération de vérification. Par contre, pour les logiciels qui font uniquement fonction de référentiel d'identité, c'est-à-dire qui n'intègrent pas eux-mêmes de la donnée de santé, eux ont deux cas d'usage pour utiliser cette opération de vérification. Premier cas d'usage, j'ai ma base usagée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas confrontée aux bases de référence, donc je la passe en revue grâce à l'opération de vérification, par exemple tous les 5 ans, qui est la date maximum, en tout cas le délai maximum prévu dans les textes INS. Cette vérification peut aussi se faire, par exemple, quand on fait une préadmission, quand on prépare l'admission de l'usager, ou pour tout un tas de raisons, on estime qu'il faut aller vérifier si cette identité est toujours conforme aux bases de référence. Donc, si on regarde l'opération de vérification, oui, pardon, précision aussi, de la même façon que pour la récupération, l'identification, pour l'instant, se fait uniquement par CPX nominative, mais on est là aussi très en attente de la version qui permettra de le faire par certificat logiciel. L'opération de vérification, on peut l'appeler de façon unitaire ou en masse. Les données en entrée, c'est les données l'INS, donc le matricule INS, l'OID, les traits, etc. Et le téléservice vous dira « OK, c'est conforme aux bases de référence » ou « KO, il y a une divergence par rapport aux bases de référence ». Si on regarde la cinématique, pour tout logiciel qui permet l'intégration de données de santé, l'appel INSI doit se faire finalement automatiquement dès que vous recevez une donnée de santé référencée avec une INS, sauf si vous l'avez déjà vous dans votre propre logiciel. Vous devez, comme pour la récupération, tracer cet appel au téléservice ainsi que la réponse qu'il vous aura faite, OK, KO. Bon, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait du retour d'INSI. Si jamais on a un retour OK, dans ce cas-là, il n'y a aucun obstacle à ce que la donnée de santé référencée avec cette INS soit automatiquement intégrée dans votre logiciel, dans votre dossier patient ou autre. Et si vous êtes référentiel d'identité en plus, pas de souci non plus à ce que vous mettiez à jour, que vous créiez cette identité dans votre logiciel et cette identité pourrait alors avoir le statut identité récupérée ou identité qualifiée si vous avez, si vous avez fait la procédure d'identité-vigilance nécessaire. S'il y a un retour KO, par contre, c'est là où ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas d'intégration automatique de la donnée de santé dans le dossier du patient. C'est trop dangereux, en fait. On a visiblement un écart d'identité, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette identité, auquel cas la donnée de santé doit faire l'objet d'un message d'alerte à l'utilisateur et doit être placée dans une sorte de liste de travail qui permettra à l'utilisateur de comprendre ce qui se cache derrière ce retour KO du téléservice pour ensuite intégrer la donnée de santé quand la suspicion d'erreur d'identité est levée. Et si vous êtes référentiel d'identité, vous avez une identité qui vous parvient mais avec un retour KO, bien évidemment, vous pouvez utiliser les traits d'identité pour créer cette identité chez vous, mais par contre, voilà, il n'est pas autorisé de s'approprier le matricule INS et l'OID transmis par l'autre acteur, puisqu'on voit bien qu'il peut y avoir une confusion sur cet usager. Quand on est sur la vérification d'une identité, mais en tant que quand on passe en revue en fait une identité qui est contenue dans sa propre base. Donc là, ce qu'on imagine en termes d'appels, c'est qu'on puisse programmer des appels en masse, puisque le but, c'est quand même que vous puissiez vérifier régulièrement la qualité de votre base. Et ça, on ne va pas le faire unitairement, évidemment. Donc, que vous offriez la possibilité, du coup, aux utilisateurs de pouvoir paramétrer une fréquence d'appel au téléservice de vérification pour passer en revue la base par petits morceaux.
Et on imagine aussi des appels unitaires automatiques sans intervention de l'utilisateur pour tous les usagers pour lesquels vous détectez qu'il s'agit d'un NIA. Parce que le NIA, par définition, c'est temporaire, c'est le temps que la personne étrangère soit immatriculée. Donc, c'est quelqu'un qui va changer de toute façon d'INS dans peu de temps. Et c'est pour ça qu'on vous demande, là, par contre, à chaque venue, de revérifier l'INS de cet usager parce elle va vraisemblablement changer très prochainement. La traçabilité, je n'y reviens pas, c'est la même chose que précédemment, il faut tout tracer. Et sur le retour d'INSI, si vous avez un retour KO du téléservice sur une identité qui est présente dans votre base, ce qu'on vous demande, c'est que le statut de l'identité soit rétrogradé. Jusqu'à présent, vous aviez une identité qui était probablement au statut récupéré ou qualifié. Si vous avez ce retour KO du téléservice, ça veut dire que ce n'est plus conforme aux bases de référence et qu'il faut donc diminuer le statut de l'identité et invalider ou supprimer le matricule INS qui y est associé. Par contre, si vous avez un retour OK, tout va bien, il n'y a pas d'action particulière à mener. Et avant de passer la parole à Christine pour nous faire un retour d'expérience de la part de Dédalus, je vais regarder les questions qui viennent d'apparaître. Il y a juste une question sur les certificats. Je ne sais pas si tu veux y répondre ou j'y réponds. Vas-y, Benoît, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de la lire encore. Ouais. Donc, la question, c'est quand vous parlez de certificat logiciel, on parle d'un certificat par professionnel de santé. La réponse est oui. Donc, c'est des certificats logiciels IGC Santé qui sont délivrés aux utilisateurs finaux. Et du coup, les utilisateurs qui n'ont pas de CPS ou CPE pourront-ils avoir un certificat logiciel? Quelles sont les conditions d'obtention de ces certificats? Alors, il me semble, mais c'est détaillé dans les guides, il me semble qu'il faut, pour les structures, soit un numéro FINES ou SIREN, si je ne dis pas de bêtises, Oui, voilà. c'est ce que j'ai en tête aussi. Voilà, donc au niveau libéral, ça couvre notamment les officines, la radiologie et les laboratoires de biologie médicale. Et il y a certains cabinets de radiologie qui sont regroupés en SCM et pour qui, pour l'instant, cette partie, elle n'existe pas, mais pour qui l'attribution d'un certificat serveur pourra se faire sur le RPPS RAN. Voilà là-dessus. Et du coup, pour les éditeurs, il n'y a pas de certificat serveur éditeur. Par contre, vous avez le guide d'intégration qui a été publié récemment par le GIE Sésame Vital, qui vous donne accès aujourd'hui à l'environnement de test pour le CNDA. Et là-dessus, pour tester cette modalité par certificat serveur qu'il faut que vous mettiez en place si vos utilisateurs en ont besoin, là, vous pourrez commander un certificat serveur de test. Alors, je vois une nouvelle question. Alors, Benoît, je ne sais pas si tu sauras y répondre. Est-ce qu'il s'agira de faire la demande d'un certificat autant de CLI uniquement? Aussi, les établissements qui ont le certificat DMP pourront-ils simplement faire la demande en ligne sur notre plateforme? Oui, c'est ça. En fait, en effet, à partir du moment où il y a déjà un certificat serveur IGC Santé qui est utilisé, que ce soit pour de l'alimentation du DMP ou pour, par exemple, dans le cadre de la messagerie sécurisée MS Santé, l'administrateur technique qui a été désigné pour ces usages-là pourra commander les certificats serveurs à usage pour l'INS, commander et installer donc directement sur l'espace que vous mentionnez. Donc, du coup, il n'y a pas besoin en tout cas, de refaire toutes les procédures administratives avec le remplissage d'un formulaire dédié, etc. Là, vraiment, c'est directement sur la plateforme avec la commande, puis l'installation. Ah oui, je vois une autre question. En tant qu'éditeur, mes clients qui créent des identités ne sont pas forcément des PS, secrétaires, etc. Ils n'auront donc aucun moyen d'obtenir l'INS des patients. Les secrétaires, il existe aussi des cartes, ce qu'on appelle des cartes CPE nominatives. Alors, je ne sais pas si vous parlez dans un contexte hôpital ou ville d'ailleurs. Dans un contexte hôpital, par exemple, les agents administratifs peuvent utiliser la CPE, des CPE nominatives. Mais vous parliez de la ville. C'est le cas aussi.
Et prochainement, mais là, on n'a pas d'échéance précise à vous communiquer, on aimerait que l'authentification de téléservice INSI puisse se faire aussi via Pro Santé Connect et la ICPS. Donc, c'est des sujets sur lesquels l'assurance maladie qui développe le téléservice réfléchit, mais on n'a pas de calendrier à vous proposer pour le moment. Alors, je vais passer la parole à Christine Bruni, donc, qui appartient à la société Dédalus et qui faisait partie d'un de nos groupes expérimentateurs de l'INS auprès du CH de Cahors, qui était l'un de nos premiers sites à passer en production sur INS. Et donc, Christine va vous expliquer un petit peu comment Dédalus a mené cette phase pilote et a procédé à la mise en œuvre de l'INS dans ses solutions. Bonjour à tous. Donc, je suis Christine Bruni, je suis responsable d'une équipe de développement de la gestion administrative du patient dans le module Hexagone Web de Dédalus. Donc, Dédalus est un acteur présent sur plusieurs domaines d'activité dans le monde de la santé, mais le retour d'expérience dont je vais vous parler est celui de l'intégration de l'INS dans le module de gestion administrative du patient, donc du logiciel Hexagone Web, qui s'adresse aux établissements de santé publics et ESPIC. Alors, dans un établissement de soins, la GAP est très souvent le référentiel d'identité et c'est dans ce contexte que l'INS a été implémenté donc dans ce module. Donc, ont été implémentées la récupération INS avec la carte vitale aux admissions et la récupération INS sans la carte vitale par les traits d'identité. Alors, donc, comme vous l'a dit Elsa, donc, nous avons participé au pilotage, à la mise en œuvre donc, de cette INS. Le calendrier a été le suivant. En fait, le lancement du pilotage CH de Cahors a été fait donc, le 7 février 2020 et plus exactement, on parle du CH de Cahors, mais c'est plus exactement le pilotage du déploiement de l'INS sur un GHT, donc sur le GHT du Lot qui fonctionne avec une base partagée pour l'instant par 2 établissements et ultérieurement vont se greffer d'autres établissements à cette base partagée. À partir du lancement donc de cette réunion de lancement du pilotage, ont été programmés des points réguliers avec l'ANS, l'ARS, le groupement e-santé Occitanie à des fréquences régulières. Alors en général, c'était une quinzaine de jours. Nous, en interne, nous avons lancé les développements techniques le 30 mars 2020 et j'entends par développement technique, c'est l'intégration des TLSI et l'outillage associé. À savoir tout ce qui est gestion des traces, historisation des traces, donc en plus donc évidemment l'interrogation et la gestion des retours du téléservice. Puis nous avons lancé les développements fonctionnels autour du 20 juin 2020 pour une fin de dev le 15 septembre et nous avons passé notre certification le 16 octobre 2020. Et donc, dans la foulée, l'INS a été mis en test fin octobre sur notre site pilote sous l'œil attentif et la surveillance de l'ANS, de l'ARS et aussi du groupement d'intérêt public e-santé Occitanie. Et enfin, le lancement de l'INS en production sur notre site pilote s'est fait fin septembre 2020. Alors, pour ce qui concerne donc les développements, donc pour nous, la difficulté, on a trouvé que qu'il y avait une difficulté qui était moyenne. C'était voilà, c'est une difficulté intermédiaire parce que cette fonctionnalité a demandé un développement assez important eu égard à la rigueur des règles à mettre en place, mais elle était très ciblée et cadrée par les documentations précises qui nous ont été transmises, bien que ces documentations étaient en cours de rédaction et parfois des arbitrages étaient aussi attendus pendant la durée de nos travaux. Je pourrais dire que ça ne nous a
pas perturbé parce que comme on suivait tout ça de très près, on s'organisait pour être suffisamment ouvert et flexible relativement aux décisions qui pouvaient être prises. Sur l'aspect fonctionnel, donc nous, notre gestion d'identité était déjà conforme aux préconisations nationales. Et donc, nous avons intégré les tirets, les apostrophes dans la liste des caractères autorisés. Nous avons enrichi notre gestion d'identité avec, alors il nous manquait un champ qui était la notion, le champ prénom utilisé, champ qui a donné lieu à beaucoup de débats. Nous avons intégré les nouveaux statuts induits par l'INS, c'est-à-dire statut d'identité récupéré, qualifié, les nouveaux attributs, toujours induits par l'INS, c'est-à-dire identité douteuse, identité fictive. Donc, nous sommes appuyés pour tout cela sur le guide d'implémentation de l'ANS et sur le RNIV pour intégrer les règles de gestion décrites, qui sont des règles vraiment décrites très, très précisément. Nous avons également intégré dans notre application le référentiel de l'historique des communes de l'INSEE pour la gestion du code INSEE de naissance, sachant qu'il y a des communes qui ont disparu, qui ont fusionné depuis, surtout par rapport au lieu de naissance de certaines personnes. Donc, il fallait pouvoir gérer ces codes INSEE sur des communes n'existant plus ou ayant fusionné. Et puis, sur l'aspect interopérabilité, nous avons fait évoluer nos connecteurs. Il faut savoir que nous avons complété ces développements par des outils que nous avions déjà, mais que nous avons fait évoluer, en particulier des outils de nettoyage de base d'identité qui logiquement auraient dû être utilisés par nos établissements depuis longtemps, mais surtout depuis la circulaire de 2013, qui énonçait clairement les caractères autorisés, les caractères interdits, sachant que les tirets, les apostrophes sont revenus avec l'INS. Donc, nous avons fait évoluer cet outil et on nous a aussi demandé un outil permettant de repasser les identités en statut provisoire parce qu'il y a des établissements qui profitaient de l'implémentation de l'INS pour repartir sur une base saine et requalifier leurs identités au fur et à mesure du retour des patients dans l'établissement. Alors en tout, nous avons une durée à la louche, une durée totale de travaux avec la préparation du dossier de certification au CNDA. On a eu à peu près 40 jours de travaux. En nombre de personnes mobilisées, il y en a eu 3. Je ne me compte pas dans les 3 personnes. 3 personnes donc, en termes de développement. Donc, une ayant un profil technique pour tout ce qui est intégration des téléservices, une avec un profil fonctionnel, donc pour faire évoluer, pour mettre en place les règles de gestion. Et on a eu aussi l'intervention d'un profil spécialiste d'interopérabilité. Donc après nous avons passé notre certification. Donc la certification, le dossier de certification prend quand même un certain temps. Donc il est conseillé de préparer de manière très avec beaucoup de rigueur ce dossier de certification, puisque en fait c'est au vu de ce dossier de certification que l'on obtient l'autorisation de passer l'examen de conformité qui se fait avec le CNDA connecté sur l'application et avec lequel on fait des tests et auquel on répond aux questions qui sont posées. Et plus le dossier est bien préparé, plus cet examen de conformité est léger, on va dire. Enfin, pas léger, c'est pas le bon terme, mais est facile à passer. Voilà. Pour ce qui concerne le déploiement sur nos établissements, alors nous, cette fonctionnalité elle a été intégrée dans une version majeure qui a été publiée fin 2020. Il n'y a pas eu de coût supplémentaire pour nos clients parce que nos contrats de maintenance intègrent les évolutions réglementaires et cette évolution a été considérée comme une évolution réglementaire.
Donc les établissements, lorsqu'ils installent et lorsqu'ils ont installé cette version majeure, sont autonomes pour le déploiement à condition de prendre connaissance attentivement de la documentation. Cependant, nous recommandons et nous proposons des accompagnements collectifs ou personnalisés, sous forme de sessions à distance. À ce jour, l'INS est déployé en production sur une dizaine d'établissements et en test aussi sur une dizaine d'établissements, sachant que nous avons un parc de 150 établissements. Donc, il s'agit d'une montée en charge très progressive, car bien que l'intérêt de l'INS soit évident, son déploiement demande aux établissements de l'organisation, donc l'organisation surtout d'une révision des pratiques de type métier au niveau des admissions et aussi au niveau, essentiellement au niveau de la cellule d'identité-vigilance, donc demande du temps de préparation. Donc, pour ce qui nous concerne, donc nous, les prochaines étapes, ça va être la diffusion de l'édition du Data Matrix. Ça, nous l'avons développé et donc il reste à diffuser. Il nous reste, nous, l'intégration des opérations de vérification en masse par CPX et par certificat. Et donc, nous passerons un complément de certification auprès du CNDA. Et nous nous apprêtons à participer au pilotage du logiciel exigence dans le cadre du Ségur de la santé. Donc, moi, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que c'est en fait une expérience qui a été rondement menée entre les différents acteurs et par rapport à l'accompagnement que l'on a reçu. On a eu aussi un site pilote qui s'est investi, hein, et ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était également très, très important, qui nous a fait des retours très pertinents. Et donc, pour nous, on est satisfait du déroulement des opérations. Ça nous a demandé du travail, mais c'était un travail qui a été vraiment cadré et avec une avancée régulière. Et on a toujours eu, donc on a sollicité par moment l'ANS, hein, pour avoir des précisions, le GIE Sésame Vital pour l'intégration des téléservices, et on a toujours eu les éléments dont on avait besoin, et on n'a pas rencontré, on n'a jamais été bloqué en fait pour mener à bien notre mission. Voilà ce que je peux dire de notre expérience d'implémentation de l'INS. Merci beaucoup, Christine. Merci pour cette intervention et puis pour votre investissement aussi sur le projet. Comme le disait un des participants en souriant, on a bien fait d'attendre un peu. Alors, c'est vrai que c'est vrai que le gros avantage que vous avez, vous, aujourd'hui, par rapport à des éditeurs comme Dédalus, qui ont été un peu les premiers à essuyer les plâtres, c'est que c'est vrai que là, la documentation, elle est stabilisée. On a publié tout récemment, hein, il y a quelques jours, le référentiel national d'identité-vigilance qui n'existait même pas quand Dédalus, je crois, a commencé ses développements. Il y avait peut-être une petite V0 qui commençait à émerger oui, au niveau national, mais du c'était… guide d'implémentation. En fait, il y avait Voilà, le guide d'implémentation dans sa toute première version. c'est ça. Et, voilà. Et désormais, ce référentiel national d'identité-vigilance et ce guide d'implémentation ont été publiés au journal officiel. Donc, c'est quand même un gage que cette documentation est stable et n'évoluera pas, ou en tout cas très très peu, dans les mois et années à venir. Donc, c'est vrai que pour tous les éditeurs qui démarrent les développements maintenant ou qu'ils ont démarré il y a peu de temps, tout est désormais stabilisé, grâce notamment à tous nos pilotes, hein, qui ont fait pas mal de retours sur ces éléments. Et donc, justement, en termes de documentation, encore une fois, je refais un peu de promotion. J'espère que vous n'en voudrez pas pour le parcours guidé de Genius, qui vous donne justement accès à toute cette documentation, à toutes les dernières versions de la documentation pour vous partiez sur un bon pied. Et au-delà de ça, on se tient vraiment à votre disposition pour vous accompagner en tant qu'éditeur dès que vous rencontrez une difficulté de compréhension des règles qui sont marquées dans la documentation, une difficulté d'interprétation. Si vos sites pilotes vous remontent des difficultés, n'hésitez surtout pas
à vous tourner vers le centre de service du GIE Sésame Vital et nous-mêmes l'ANS pour vous aider à vous débloquer. On fait notre mieux pour répondre au plus vite. Je sais que Benoît et ses collègues notamment qui assurent cette présence régulière sont très réactifs. Oui, en fait, il y a eu quelques petits écueils rencontrés dans les premières utilisations donc des téléservices au niveau des informations qui étaient remontées. Et il y a eu une réaction très, très rapide de la CNAM, de tous les acteurs pour stabiliser, hein, parce que c'était vraiment les premiers appels des téléservices qui étaient faits par nous-mêmes et puis les autres pilotes, hein. Donc, en fait, globalement, on a quand même, moi j'estime que par rapport à un démarrage d'une nouvelle fonctionnalité, on n'a quand même pas eu beaucoup d'ennuis. Voilà. Moi, voilà ce que je pourrais dire. Oui, c'est plutôt rassurant, Oui, effectivement. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'au début, quand même, pour ce qui concerne l'interrogation des téléservices, quand on fait tous nos tests, tous nos développements, on est sur en fait la base du CNDA avec des données fictives. On sait à quoi ça donne, on sait ce qui doit apparaître. Bon, ça apparaît, tout va bien. Par contre, quand il s'agit d'appeler des véritables identités, et ça, on ne peut les tester que sur un établissement et avec les CPS, des vrais CPS. Donc, c'était l'objet des sessions de tests qui ont été faites au CH de Cahors. Et donc là, bon, oui, on a fait des interrogations en masse, en masse, quand je veux dire, on a fait beaucoup d'interrogations d'identité par trait, à partir des cartes vitales. On a eu quelques petits points, quelques petites choses que l'on a remontées, mais je trouve que par rapport à l'enjeu, à ce que ça peut représenter, c'était pas grand-chose. Voilà. Et surtout, ça a été très, très vite corrigé. D'accord. Voilà. Merci. D'ailleurs, il y a un des participants, M. Ajar, qui vous demande si vous avez eu l'expérience d'un peuplement en masse de l'INS dans les bases de vos sites au démarrage. Ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu ce cas de figure? Eh bien, peuplement en masse, non, en fait, pour la bonne et simple raison que vous nous aviez dit qu'on ne pouvait pas faire d'absorption de base. Donc, voilà, tout dépend de ce qu'on met derrière en masse, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que l'idée pour nous, c'est de rappeler, d'appeler le téléservice INSI au fil de l'eau, on va dire, quand les usagers sont pris en charge. Donc, si on n'a aucun obstacle, par exemple, à ce que vous preniez votre liste des admissions du lendemain et que vous appeliez le téléservice pour l'ensemble des usagers qui sont attendus le lendemain, par exemple, si vous voulez le faire en back-office pour préparer les préadmissions. Maintenant, appel en masse sur le million de personnes prises en charge depuis l'existence de l'hôpital, par exemple, non, ça ne sera pas toléré par le téléservice. Voilà. Et de toute façon, la récupération, c'est de la récupération unitaire. Il n'y a pas cette notion de lot qui existe pour la vérification, c'est unitaire. Donc, voilà, on peut faire de l'unitaire en séquence, on passe plein, mais on ne peut pas envoyer un lot à la CNAM, effectivement, pour qu'elle réponde. Et c'est pour cette raison qu'on a des établissements qui, à partir du moment où ils ont décidé de mettre en production l'INS, on dit, vous nous remettez toutes nos identités au statut provisoire parce que comme ça, on va revérifier les identités des gens au moment où ils reviennent de manière à fiabiliser notre base d'identité. Oui, c'est un peu, c'est vrai que le pilote, votre site pilote avait beaucoup insisté sur cette stratégie-là de profiter finalement de l'arrivée de l'INS pour remettre à plat toutes les identités surtout dans un contexte en plus de rapprochement des identités de plusieurs établissements du GHT, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Et nous, R&D, on en a suivi un autre, établissement et qui a exactement réagi de la même manière. Donc, c'est vraiment une volonté, on dit, à ce moment où on a l'INS, allez, on part sur des bases propres et de manière à pérenniser des identités pour l'avenir. Alors, je vois une question. Un PS a-t-il le droit d'obtenir l'INS de n'importe quel patient? Peut-on, à l'aide d'un PS, peupler nos INS sans pour autant qu'ils suivent ces patients? Non, c'est vrai que le professionnel est censé appeler le téléservice INSI à l'occasion d'une prise en charge. Alors, ça peut être avant que la prise en charge ait démarré, si on anticipe une admission, une préadmission, une prise de rendez-vous ou autre. Ça peut être en aval, mais un PS n'a pas vocation à faire de la récupération, entre guillemets, en masse d'INS d'usagers qui ne le suivent pas.
Bonjour, Monsieur Oui, bonjour. Saïdi. J'ai une Dites-moi. question. C'est bien d'interagir comme ça. La montée en charge et disponibilité du téléservice INSI, ça a été évalué, qualifié, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se... Alors, la montée en charge au sens la volumétrie, vous voulez dire, c'est ça? Oui, Oui, d'accord. Alors, et en cas de plantage. oui, oui. Alors, à aujourd'hui, le téléservice, il permet de faire 65 transactions par seconde, très précisément. La CNAM nous indique qu'on peut monter à beaucoup plus sans, enfin, quasiment doubler cette possibilité sans, comment dire, sans action particulière, sachant qu'à aujourd'hui, au vu des déploiements sur INS, on utilise à peine 1% de cette capacité. Donc, à aujourd'hui et pour un petit moment, on n'a aucune inquiétude sur la capacité du téléservice à absorber la charge. Mais par contre, on est déjà en train de travailler avec la CNAM, enfin, je dis on, c'est plutôt la CNAM qui travaille en l'occurrence sur ce sujet-là, pour anticiper pour les années à venir et pouvoir augmenter encore la capacité si besoin était. Donc ça, c'est un sujet qui est pris en charge. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir sur des plantages du téléservice. Maintenant, comme tout téléservice, il peut y avoir des opérations de maintenance, donc vous serez prévenu, comme je crois que c'est déjà le cas pour d'autres téléservices. Merci. Sachant qu'on a un engagement de la CNAM de disponibilité qui est, je crois, l'engagement assez classique sur les téléservices de la CNAM de l'ordre de 97%. Il y avait une autre question, Elsa, dans le, pardon, je l'ai raté. non, dans le chat sur le certificat serveur, j'ai répondu en partie. Donc, la question, c'était est-ce qu'il faut une autorisation différenciée pour la modalité d'identification par certificat serveur? Mais en fait, là-dessus, tout va dépendre de votre situation. C'est-à-dire que si vous avez déjà, comme l'évoquait Christine pour le logiciel Hexagone, l'autorisation INSI via l'appel à la carte CPX, vous devrez repasser une autorisation CNDA simplifiée pour la modalité d'identification par certificat serveur, en sachant que c'est à la fois pour l'opération de récupération ou pour l'opération de vérification. Par contre, si vous n'avez pas encore passé votre autorisation CNDA et que cette fonctionnalité est en production, là, vous pourrez faire un lot groupé avec les deux modalités d'identification par carte CPX et par certificat serveur. Et l'autre question qui était, est-ce que c'est obligatoire ou pour qui ça s'adresse? Alors, je vous ai mis dans le chat les guides de commande pour les publics qui sont visés et qui pourront commander un certificat serveur. Et après, Elsa, là, j'ai plus besoin de Dis-moi. je crois que la modalité de certificat serveur est mise en place de manière obligatoire pour certains couloirs du Ségur en vague 2. Mais je crois qu'il y a la biologie, je ne sais plus s'il y a l'hôpital. Alors, effectivement, alors c'est les dossiers de spécification du Ségur, voilà, ils ne sont pas encore complètement stabilisés. Hein, je crois que certains sont publiés très prochainement là, en pré-information. Donc, je ne peux pas vous dire encore avec certitude qu'est-ce qui sera rendu obligatoire ou pas sur cette modalité d'authentification, puisqu'il y a des discussions encore en cours là-dessus. Mais voilà, le suspense ne devrait plus durer très longtemps. Une question de jours avant qu'il soit publié. Et je vois que dans la discussion, au fil de l'eau, Bertrand nous propose de faire un petit rappel sur la validation des identités. C'est vrai qu'on vient de parler de récupération de l'INS, par exemple dans un contexte de préadmission où on peut appeler le téléservice pour plusieurs identités sur la base d'une liste de travail. Effectivement, Bertrand fait bien de rappeler que, par contre, on ne peut pas valider comme ça de façon automatique des identités. C'est-à-dire sur la partie identito-vigilance, on ne peut pas considérer que une identité est valide automatiquement sans que l'usager ait présenté une pièce d'identité à haut degré de confiance. Donc, on ne valide pas automatiquement des identités. Une identité n'est validée que quand on peut attester que l'identité de l'usager a été contrôlée sur la base d'une pièce d'identité, d'un passeport, etc. Alors, je vois une dernière question. S'il y a une possibilité de communication au téléservice pour avoir l'INS, est-il possible de le calculer nous-mêmes? Non, le matricule INS, il doit forcément provenir du téléservice INSI, donc vous ne pouvez pas vous pourriez le calculer vous-même, mais on ne le considérerait pas dans ce cas-là comme un matricule INS et une identité INS qualifiée. Donc,
ça doit bien provenir du téléservice pour que ce soit considéré comme qualifié. Si jamais le téléservice n'était pas accessible pour X raisons, encore une fois, l'absence de matricule INS ne doit pas empêcher évidemment la prise en charge, mais également l'échange et le partage de données de santé qui peut continuer à se faire comme il s'est toujours fait jusqu'à présent sur la base des traits. C'est moins pratique, ça limite les possibilités de rapprochement des données de santé, mais dans un cas d'urgence, évidemment, on fait primer la diffusion de l'information à la récupération de l'INS, qui sera récupérée a posteriori. Écoutez, je vois qu'on arrive au bout de notre webinaire. Si vous souhaitez nous donner votre avis, nous indiquer ce qui vous a plu ou moins plu dans ce webinaire, vous en avez la possibilité via ce lien qui vous envoie vers un questionnaire de satisfaction. On va vous remettre aussi dans le chat les liens vers les webinaires. Vous avez je crois que vous avez en ligne l'enregistrement du webinaire précédent qui a eu lieu il y a 2 mois. Le nôtre sera mis en ligne dans quelques heures ou quelques jours. Et c'est là où vous pouvez retrouver aussi la présentation qu'on mettra en ligne très prochainement. Voilà, Benoît vient de mettre le lien vers la liste des webinaires. Vous avez encore quelques minutes si vous le souhaitez pour poser les dernières questions ou nous donner votre avis sur ce webinaire via le questionnaire de satisfaction. Et du coup, moi, je profite de ces dernières minutes pour remercier tous les intervenants, Michael pour le GIE Sésame Vital, Christine pour son retour d'expérience pour Dédalus, Bertrand pour sa participation au nom du 3RIV, du réseau des référents régionaux en identitovigilance, et bien sûr, mon acolyte Benoît pour toute l'aide apportée pour les réponses. Et vous tous participants pour vos questions, bien sûr, et votre écoute. Écoutez, merci à tous, passez une belle après-midi et puis à très bientôt pour partager encore autour de ce projet INS. Au revoir à tous.